Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. La guerre au Moyen-Orient risque de durer et avec elle des prix élevés des carburants. C'est le constat du gouvernement français. Pour amortir le choc, l'exécutif a annoncé ce jeudi de nouvelles aides pour les secteurs les plus touchés. Mais avec des finances déjà sous pression, la guerre complique chaque jour davantage l'équation budgétaire. Comment soutenir l'activité sans creuser les déficits? À un an de la présidentielle, où en est l'attractivité de la France entre inflation, croissance et emploi en berne? Quels sont les secteurs qui parviennent à résister? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en plateau François Gérolf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Anne-Sophie Alsip, bonjour. Bonjour. Également chef économiste du cabinet d'audit et de conseil BDO. Thibaut Hiverna, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du fabricant d'emballage de dispositifs médicaux Stérimed et membre du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI. Enfin, Marc Lermite, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé du cabinet EY qui, précisément, a publié cette semaine son baromètre annuel sur l'attractivité de la France. Et précisément, vous nous direz quelles en sont les conclusions. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce jeudi 710 millions d'euros d'aides supplémentaires pour faire face à la hausse des prix des carburants. Parmi les professions concernées, les agriculteurs, les aides à domicile, le secteur du BTP, mais aussi certains fonctionnaires. Le reportage de nos confrères de France 2. Sébastien Lecornu entouré de 10 de ses ministres pour des annonces très attendues, l'image d'un gouvernement mobilisé face à une crise qui risque de durer. Imminente pour le gouvernement. On va changer d'échelle. Il faut commencer à donner des perspectives à des pans entiers de l'économie, des perspectives aux Françaises et aux Français qui travaillent. Et donc c'est non seulement une réflexion pour juin, pour juillet, pour août et pour certains secteurs jusqu'à l'automne. Le gouvernement élargit d'abord les aides à de nouveaux secteurs. Les aides à domicile sont concernées, mais aussi certains fonctionnaires comme les professeurs remplaçants ou les accompagnants d'élèves handicapés. Ces métiers pourront bénéficier d'une revalorisation de leurs indemnités kilométriques jusqu'à 20 centimes d'euros par litre. Ces automobilistes sont partagés. Oui, moi je pense qu'il faut aider tout le monde parce que je ne suis pas dans le secteur, mais je pense qu'il faut aider tout le monde parce que pour moi, ça commence à être un vrai budget pour juste l'essence. Si on aide tout le monde, c'est juste pas possible. À un moment donné, il faut faire des choix. Autre annonce, l'aide aux 3 millions de Français modestes, dits grands rouleurs, sera doublée. 50 € de plus versés en une fois pour les mois de juin, juillet et août, 100 € au total. Enfin, la prime carburant distribuée par les entreprises. Aujourd'hui limitée à 300 € par an, elle va passer à 600 € défiscalisée, sans condition de ressources. Autre gros rouleur, les chauffeurs de taxi, eux, pourront bénéficier dès octobre d'une aide pour l'achat d'une voiture électrique. Sabar Kabouchi travaille à Paris. Lui s'attendait à un soutien plus immédiat de l'État. Les chauffeurs de taxi ont bien souvent un véhicule qu'ils essayent d'amortir sur 5 ans. Ceux qui viennent d'acquérir ce véhicule et qui sont en pleine crise du carburant ne vont pas pouvoir changer de véhicule dans l'immédiat. Le gouvernement annonce aussi la prolongation jusqu'au mois d'août des aides existantes pour les pêcheurs, les transporteurs, le BTP ou les agriculteurs. Pour ces derniers, c'est toujours 15 centimes de remise par litre de carburant. Pour produire son maïs et ses pommes de terre dans la Drôme, Pierre Bard consomme 30 000 litres de carburant par an et il prévoit 18 000 € de surcoût avec la guerre. C'est un dispositif qui a largement fait ses preuves ces dernières semaines. Ces annonces ne sont pas suffisantes pour lui. Ce n'est pas assez importante. Il aurait fallu au moins 30 centimes, comme les pêcheurs. On a pris 50 centimes de coût de hausse, 50 à 60 centimes. Il nous aurait fallu au moins la moitié pris en compte par des aides. Ce nouveau paquet d'aides coûtera au total 710 millions d'euros supplémentaires à l'État. Thibaut Hiverna, face à la crise des carburants qui pourrait durer, vous diriez que ces nouvelles aides étaient indispensables ? Ouais, écoutez, je crois que la situation a l'air de durer et de se maintenir à un niveau compliqué pour les gens qui consomment du carburant. Le principal sujet, de mon point de vue, c'est comment on finance ces aides, parce qu'on distribue, on distribue effectivement des aides à ceux qui en ont besoin, et j'imagine que le gouvernement est dans son rôle en faisant ça. Je ne suis pas certain que le financement était complètement clair hier. Malheureusement, il s'est clarifié ce matin. On va y venir dans un instant. Mais concrètement, certaines indemnités, si on regarde dans le détail, certaines indemnités kilométriques qui vont être revalorisées, l'aide aux gros rouleurs doublée. Est-ce que c'est suffisant sur le terrain ? Est-ce que vous êtes satisfait de ces mesures ou vous en attendiez davantage ? Bon, moi, je représente des entreprises qui sont des entreprises de taille moyenne à importante. Nous, on réclame rarement des aides.
moi, je ne suis pas ici. Et vous n'êtes pas concerné par celle... Non, on ne sera pas concerné a priori. Certains de nos salariés, mais je ne crois même pas, je n'ai pas regardé dans le détail, c'est plutôt, si je comprends bien, à destination de personnes qui sont des gros rouleurs. Donc nous, on a nos usines, on a nos bureaux, nos centres de distribution. Les salariés ont évidemment des frais d'essence pour venir travailler, mais qui ne sont pas considérés comme des gros rouleurs aujourd'hui. Le gouvernement insiste, on l'a entendu, ces aides, elles doivent être ciblées, temporaires et financées. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il vaudrait mieux qu'ils soient financés, oui. Anne-Sophie Elsif, ces aides, elles touchent-elles réellement les secteurs qui en ont le plus besoin ? Sont-elles précisément bien ciblées, bien calibrées ? Alors oui, je pense que là, on a un ciblage qui est bon. Alors vous allez me dire, on a eu de l'expérience avant. Donc maintenant, je pense que face à une crise énergétique, on sait comment cibler. Et ce qui est bien, c'est vraiment l'idée de dire on touche les secteurs les plus impactés, les personnes qui roulent le plus. Et aussi, on prend en compte les conditions de revenus. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour justement permettre d'avoir des aides ciblées et de ne pas avoir des coûts colossaux. Là, on parle de 700 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable, mais on n'est pas du tout dans les masses qu'on avait pu mettre en œuvre, par exemple, pendant la crise avec la Russie. Donc là, on voit qu'il y a un vrai ciblage. Alors pourquoi il y a ciblage ? Parce qu'en effet, il n'y a plus d'argent. Donc, on est forcé à la fois le quoi qu'il en coûte de la Voilà. crise Covid et le bouclier tarifaire mis en place à la suite de l'invasion de l'Ukraine et de la flambée des prix énergétiques. Tout à fait. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Et puis surtout, rappelons que la France est un pays de consommation. Notre première contribution à la croissance, c'est la consommation des ménages. Et donc l'idée du gouvernement dans la crise avec la Russie, c'est de se dire, on fait des aides, on a une politique budgétaire accommodante, mais cet argent sera consommé. Et comme il sera consommé, ça va nous permettre d'avoir de la croissance, un PIB plus élevé. Et donc dès que vous avez de la croissance, tout de suite, vous avez un impact sur le déficit. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des aides très importantes, pas assez ciblées à mon sens et qui ont duré. Et donc en termes de volume, on a abouti à un surplus d'épargne aujourd'hui. On est à peu près à 17%, on était plutôt à 14% avant la crise 2019. Et donc cet argent n'a pas été réinjecté dans l'économie pour avoir plus de consommation des ménages et donc, si vous voulez, pour amortir ce quoi qu'il en coûte avec plus de croissance économique. D'où le 5% de déficit. Donc là, l'idée, c'est de ne pas reproduire cette situation. On cible vraiment les personnes qui en ont le plus besoin pour essayer, en termes de volume, d'avoir le moins d'argent possible qui soit dépensé, puisqu'on a peur que ça soit retraduit en épargne, si en effet vous donnez des aides très larges à des revenus beaucoup plus élevés. Alors, autre refus du gouvernement, celui de baisser les taxes sur les carburants pour tous, comme le réclame une partie de l'opposition. François Gérolf, au vu précisément des finances publiques, l'État peut-il se permettre ce genre de mesures aujourd'hui ? Non. Je pense qu'effectivement, le gouvernement veut éviter de retomber dans le quoi qu'il en coûte, comme vous l'avez dit. L'idée, c'est on s'est fixé des objectifs de retour à l'équilibre budgétaire. Alors, je crois que personne n'y croit vraiment complètement, mais en tout cas, on s'est engagé auprès de nos partenaires européens à revenir à 3%. D'ici quelques années, ça veut dire économiser de l'ordre de 100 la guerre milliards au Moyen-Orient. Alors c'est vrai que c'était avant la guerre au Moyen-Orient. Le problème, c'est que ce à quoi on fait face là, c'est à une succession de crises et qu'on finit par se demander si la situation de crise n'est pas une situation normale finalement. Et donc ça va devenir de plus en plus difficile, je pense, à la fois pour la Commission européenne et pour la France, de demander à la Commission une suspension des règles. On l'a fait effectivement en 2020 au moment du Covid. Au moment de la guerre en Ukraine, effectivement, on a quand même aidé énormément les ménages. Il y a un prélèvement extérieur à répartir, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une dégradation des termes de l'échange, comme disent les économistes. C'est-à-dire que ce qu'on importe devient plus cher, on ne le produit pas. Et donc, il y a une perte de pouvoir d'achat à répartir. Et la difficulté du politique, c'est de la répartir le plus équitablement possible entre les ménages, les finances publiques et les entreprises. Et c'est un peu l'enjeu, tout en sachant qu'on est dans une année électorale, et donc ça va être particulièrement difficile, à mon avis, pour le gouvernement de faire face aux assauts des oppositions qui vont à bon droit dire au gouvernement « vous n'en faites pas assez, si nous étions au gouvernement, nous en ferions beaucoup plus ». Vous avez planté le décor. Alors, on a dit que ces nouvelles aides annoncées ce jeudi, elles coûtent 710 millions d'euros, mais depuis le début, le total est de 1,2 milliard d'euros depuis le début du conflit, et la facture pourrait encore grimper, notamment avec de nouvelles mesures pour l'industrie chimique ou pour les engrais. Mais comme l'a dit très justement Anne-Sophie Elsif, on reste dans l'épaisseur du trait par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. Quand Bruno Le Maire faisait le quoi qu'il en coûte, on parlait de dizaines de milliards d'euros. À chaque fois des mesures, on faisait une remise carburant sur l'ensemble effectivement des Français. Ça coûte vraiment énormément d'argent. Là, quand on en reste
à 1 milliard, 2 milliards. Alors c'est beaucoup, ça va pas être facile de les économiser de l'autre côté, mais effectivement on est dans un ordre de grandeur en dessous. Et donc c'est vraiment très important en économie d'avoir en tête les ordres de grandeur. Et un autre ordre de grandeur, je vais pas vous assommer de chiffres, mais d'ici 2029, il est question d'économiser 100 milliards d'euros. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'on est là à dépenser 1 milliard d'euros, donc par rapport à l'effort qu'on va devoir faire, c'est 1%. Mais dans le même temps, quand on faisait le quoi qu'il en coûte, on était dans des dizaines de milliards. Et donc là, l'objectif, normalement, c'est d'économiser 100 milliards d'euros. Donc vraiment, l'équation est extrêmement difficile pour le gouvernement. Et donc, il essaye de saupoudrer, de donner là où c'est le plus efficace. Bah oui, de donner le moins possible, tout en ciblant le plus possible. Et on sait justement comment seront financés, là où on en est à 1 milliard 200 millions. Comment ce sera financé? Oui. Alors ça, en effet, il y a des pistes. Alors ça peut être augmenter les impôts, mais le gouvernement a dit qu'il excluait cela. Ça peut être augmenter certaines taxes, baisser des crédits d'impôt. Bon, là, on revient dans le débat budgétaire qu'on a pu avoir, mais c'est vrai que sur le financement, là, comme en effet on reste dans l'épaisseur du trait, on n'est pas encore dans des questions budgétaires massives de comment on va financer ça. Parce qu'en effet, le volume n'a rien à voir avec ce qu'on a pu avoir lors du précédent, quoi qu'il en coûte. Et si on se dirige vers une nouvelle hausse d'impôts, on va rentrer dans d'autres types de problèmes. Là, on voit que une réponse, moi je trouve assez cohérente, légitime, sociale, presque populaire. Il faut amortir ou prévenir les chocs sociaux qui pourraient venir de ceux qui souffrent parce qu'ils se déplacent beaucoup. On voit bien que c'est quand même très ciblé aussi sur des populations, des parties de la population qui n'ont vraiment pas les moyens de supporter l'inflation énergétique. Après, il y a les entreprises. Enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que la pression fiscale en France, on le redira tous et on sera tous d'accord, elle est quand même déjà très élevée quand on se compare à nos voisins européens. L'investissement, il passe les frontières. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ne pas rajouter de l'inquiétude et de la pression sur les entreprises. Et puis, redonner confiance aussi, vous l'avez très bien dit, aux consommateurs. Je pense que confiance et croissance, c'est quand même les deux seules manières de faire repartir sans aller encore une fois chercher du côté des entreprises, des hauts revenus, des recettes fiscales qui finalement n'existent pas parce qu'elles sont déjà très élevées. Et les entreprises auxquelles on pourrait ou les hauts revenus auxquels on pourrait s'adresser ont le choix d'arbitrer pour des localisations des pays européens ou d'autres investissements. Pardon, mais sauf si quelque chose m'a échappé, le financement, il a été annoncé ce matin. C'est-à-dire que... Ce vendredi matin. Ce vendredi matin, le Premier ministre a communiqué que les allègements de charges qui étaient prévus sur les entreprises pour 1,5 milliard d'euros étaient reportés sine die ou annulés, ce qui correspond peu ou prou à ce qui a été dépensé pour les aides depuis le début. Donc le financement me semble trouvé malheureusement mais c'est pas dans encore la poche des acté par entreprises. tout le monde. En tout cas, c'est annoncé ce matin par... Ça, c'est une déception pour vous? C'est une déception parce que, si vous voulez, je constate que c'est la suite, en réalité, de beaucoup d'un virage qui a été pris en 2024, quelque chose comme ça, et qui a amené à 15 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires en 2025 sur les entreprises, 8 à nouveau qui étaient déjà dans le budget 2026, maintenant on est à 9,5. Et donc, ça se traduit par des indicateurs, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir, qui sont en train de se dégrader très fortement. Donc c'est une déception, c'est pas tellement une déception, c'est qu'on connaît les conséquences de ce qu'on est en train de faire, et malheureusement on le fait quand même. Et c'est vrai que le gouvernement insiste beaucoup sur le fait que les impôts ne vont pas augmenter, mais quand on réduit les aides ou quand on réduit les exonérations, de fait, les entreprises le vivent exactement comme une hausse d'impôts. Donc il va y avoir un petit peu un jeu politique de dire ce ne sont pas des hausses d'impôts, alors qu'en réalité, du point de vue du terrain... C'était une hausse des allègements de charges qui était liée à la hausse du salaire minimum. C'est une baisse, voilà. Donc c'est une moindre hausse, c'est-à-dire que automatiquement, quand le salaire minimum, comme les allègements de charges sont en fonction du salaire minimum et que c'est un multiple du salaire minimum, en fait, les allègements de charges correspondent à de plus en plus de milliards d'euros. Vous voyez, c'est une hausse des allègements de charges ou un report des exonérations. Quand on commence à allonger les substantifs, c'est qu'on n'a pas la solution. Mais c'est parce que c'est aussi une mesure qui coûte cher. Le gouvernement parle de 2 milliards d'euros à un moment où il doit trouver de l'argent. Oui, mais on peut aussi limiter les dépenses. Je pense qu'il y a une piste de toutes les pistes sur laquelle il faudrait accélérer un petit peu la réflexion et l'action. C'est la réduction des dépenses publiques dans tous les sens. C'est pas seulement l'État, c'est évidemment les dépenses sociales qui aujourd'hui pèsent énormément
sur les entreprises et très indirectement aussi sur les salariés, les consommateurs. La France, d'ailleurs, n'est pas seule dans ce cas-là. Hein. La plupart des pays européens sont à peu près dans cette situation d'incertitude, de prudence sur l'épargne qui nécessite, et dans un certain nombre de pays, amène à faire des efforts aussi sur le niveau de nos dépenses publiques. Juste pour redire par rapport à ça, quand on regarde vraiment les chiffres dans ces fameuses dépenses, un des gros éléments, c'est la retraite et les dépenses de santé. Et en effet, pour faire des réformes de fond, ça nécessite, à mon sens, politiquement, d'avoir au moins une majorité, en tout cas, de pouvoir avoir une vision et mettre des réformes sur le moyen long terme. Là, on voit qu'on n'est pas dans cette situation. Donc, ils sont un petit peu coincés. On verra ce que ce sera à la présidentielle. Mais c'est très compliqué de dire, on va faire des réformes de fond, etc., vu la situation politique. Donc, c'est vrai que cette piste-là me paraît à court terme celle qui ne sera pas forcément envisagée. Il faudra au moins attendre au minimum un an d'avoir... Au minimum un an. Ouais. Et même quand ça a été annoncé, il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron, en 2017, par exemple, s'était engagé sur une baisse assez substantielle des retraites, sur une hausse de la fiscalisation des retraites, et qu'il est revenu largement en arrière en 2018, suite au fait que les retraités étaient très, très mécontents. Et que par la suite, Bruno Le Maire, qui appelle aujourd'hui à désindexer les retraites en partie, a réindexé les retraites en 2022-2023 de l'ordre de 10,3% suite à l'épisode inflationniste. C'est-à-dire qu'on a demandé, en gros, un effort très très faible aux retraités par rapport aux salariés qui ont subi des pertes de pouvoir d'achat. Donc en fait, je suis d'accord avec vous, il faudrait freiner les dépenses sociales au moins. Mais en réalité, du point de vue de la politique, même quand on l'a annoncé avant une élection, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, il faut voir que de ce côté-là, aussi, ça va être difficile de faire des efforts, je pense. En parallèle, on voit des dépenses militaires qui augmentent. On voit des taux d'intérêt qui augmentent. Donc, l'État dépense plus pour financer sa dette. C'est vrai que cet objectif de 5%, il paraît inatteignable, une réduction du déficit. C'est l'objectif de 3%. Oui, de 3%. Déjà, là on y est au 5%. Oui, déjà, oui. Effectivement. Moi, je pense que les entreprises, l'emploi, la croissance, il y a dans nos entreprises, entreprises de taille intermédiaire, grands groupes, nous, on est au cœur de l'activité, de l'investissement des projets de grands groupes, mais aussi d'ETI, de PME. On voit qu'il y a la France et ses entrepreneurs, ses investisseurs en ont beaucoup sous le pied. Je pense qu'ils n'ont pas perdu complètement confiance en la France, ni en l'Europe, mais qu'ils ont aujourd'hui une énorme prudence, un attentisme qui n'est pas seulement électoral, qui n'est pas seulement parce qu'on ne peut pas faire les réformes qu'on devrait faire. Il y a un certain nombre d'ajustements de court terme qu'on pourrait faire, évidemment, avant le grand soir, sur la prochaine réforme de santé ou la réforme des retraites. Mais je pense qu'il faut prendre conscience que la France est un pays où il y a beaucoup d'investissements possibles. Il faudrait, et que par la réponse, par cet investissement et par la croissance, on arriverait à régler un certain nombre de sujets, notamment un sujet qui est un autre indicateur qui se dégrade, qui est celui de l'emploi, puisque le chômage a augmenté. On va y venir. Il va falloir qu'on travaille. Pardon, je vais juste finir sur les finances dans le rouge. Précisément, vous disiez qu'il était difficile de faire des économies. Certaines avaient été, en tout cas, le Premier ministre avait annoncé qu'il ferait des économies dans chaque ministère, mais pour l'instant, ces annonces, elles se font attendre. On annonce beaucoup des économies. Et à chaque fois, on parle d'1 milliard. C'est des économies qui sont très petites, encore une fois, par rapport à l'étendue. Et c'est pour ça que moi, je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, il faut éviter d'augmenter trop les impôts sur les entreprises, parce que c'est vrai que l'imposition en France est déjà très élevée, qu'il y a déjà un système redistributif qui est très, très élevé, même en comparaison européenne. Mais en même temps, je ne vois pas, malheureusement, étant donné qu'il est difficile de faire baisser les dépenses, je ne vois pas comment le gouvernement va réussir à tenir un objectif, même en 2029, pour un gouvernement nouvellement élu, sans augmenter les impôts. Et donc, moi, je suis assez inquiet, pour être honnête, parce que je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faudrait faire, c'est s'en sortir via la croissance. C'est-à-dire, ce serait le mieux, c'est-à-dire que les entreprises se remettent à investir, qu'on ait de l'emploi, de la croissance. Précisément, on va voir que les choses se compliquent également sur ce front-là. Juste parce qu'en effet, nous, on travaille beaucoup pour les entreprises et aussi les entreprises qui sont en pleine réindustrialisation ou qui subissent aussi la compétition internationale. Et en fait, souvent, ce qu'on nous explique, c'est pas forcément, bien sûr, il y a la fiscalité qui est trop importante, il y a les problèmes de normes, etc. Mais c'est surtout le problème de ne pas avoir un cap fixe
claires qui durent sur le moyen-long terme. Et ça, c'est vraiment le très, très, très gros problème de l'investissement en France par rapport à d'autres pays, dans des secteurs, vous l'avez dit, la santé, la défense et autres. Et là aussi, je pense que c'est réversible si on arrive à le faire à moyen-long terme. On l'a vu l'année dernière, rappelez-nous, on a eu un déficit public moins important que prévu. On parlait même de cagnotte, c'est assez surréaliste. Pourquoi ? Parce que les entreprises avaient fait mieux que prévu et donc on avait plus de recettes que prévu. Alors qu'on était quand même dans une situation crise du budget, crise droit de douane qui était assez négative. Donc on voit qu'il en faut peu. Dès que vous redonnez confiance et que vous stimulez l'investissement dans la contribution à la croissance, tout de suite, vous avez des recettes très importantes en plus qui arrivent et qui vous permettent de réduire le déficit. Donc l'investissement est vraiment la variable clé. Alors là, précisément, on est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle période, malheureusement, avec de nouvelles tensions géopolitiques et une flambée des cours du pétrole. Concrètement, dans votre entreprise, comment cela se ressent-il et dans quelle mesure vous êtes impacté ? Oui, alors nous, on est impacté très directement. Donc nous, on a 14 usines un peu partout dans le monde, dont des usines qui fabriquent du papier, des films plastiques, et puis on fait des emballages pour les dispositifs médicaux stériles avec ces produits-là. Dans l'ensemble de nos usines, on a subi une hausse de coûts absolument massive, y compris les usines en Chine. Par exemple, on fabrique en l'occurrence le film plastique principalement en Chine. C'est entre 20 et 40% de hausse de nos matières premières. C'est absolument massif. C'est bien supérieur à ce qui s'était passé en 2022 au moment de l'Ukraine, par exemple. Donc, c'est le genre de choc que vous ne pouvez pas garder pour vous, donc vous le transmettez à vos clients, c'est pas possible autrement, et ainsi de suite dans toute la chaîne de valeur. Donc moi, je suis plutôt pessimiste sur l'inflation qui arrive. Autrement dit, je pense qu'elle arrive et qu'elle arrive assez vite et assez fort. Et précisément, dans les entreprises que vous représentez au sein du METI, de l'organisation patronale que vous représentez. Alors, je n'ai pas de statistiques sur les différents secteurs. Les secteurs sont impactés de façon très diverse, bien entendu, mais ce qu'on sait, c'est que l'énergie, bien sûr, s'est renchérie. Alors, pour donner quand même une note positive à ce qu'on se dit, la France est, de ce point de vue-là, très bien lotie. On a des coûts électriques en France qui n'ont pas beaucoup bougé depuis le début du conflit, pour ne pas dire pas du tout, et qui sont très inférieurs à ce qu'ils sont en Allemagne, en Angleterre, en Italie, et ainsi de suite. Donc, on ne le rappelle pas assez souvent. Et c'est vrai que pour les industries, en particulier énergo-intensives comme la nôtre, c'est extrêmement précieux. Et pour un produit qui est quand même constitué à base de pétrole. Alors ça, c'est pour le film plastique. Là, je parlais plutôt du papier qui est fabriqué en France, en l'occurrence. Mais oui, enfin, dans les papiers, il y a aussi des produits dérivés de la chimie qui ont subi des hausses très importantes. Et de façon assez concrète, moi, tous les chefs d'entreprise à qui je parle, au métier ou ailleurs, d'ailleurs, disent qu'ils ont soit passé les prix à leurs clients, et donc ça va se traduire par de l'inflation à un moment ou à un autre et assez rapidement, soit réduit la voilure en matière d'investissement, peut-être demain en matière d'emploi s'il faut faire des ajustements, et malheureusement ça commence à se voir dans les chiffres du chômage et ainsi de suite. Et dans les chiffres de l'inflation. Oui, non mais juste la bonne nouvelle dans ce que vous avez dit, c'est le fait que les chocs soient aussi en Chine et ils sont aussi aux États-Unis. Oui, tout à fait. Contrairement au choc de 2022 qui était très asymétrique, et donc l'Europe avait aussi un choc de compétitivité, le gaz était particulièrement cher. Donc là c'est mieux, tout le monde soit impacté finalement. Alors c'est mieux pour la compétitivité, c'est moins bien en revanche pour l'inflation, comme vous l'avez dit très justement, parce que le pouvoir d'achat des ménages va être plus affecté puisque ça va être répercuté davantage. Et alors ces tensions inflationnistes, on peut les mesurer ? On a déjà des prévisions ? Alors des prévisions, oui, on en a, mais ça va dépendre vraiment entièrement de la durée du choc. C'est-à-dire, on sait très bien que Donald Trump pourrait décider demain potentiellement. Enfin, il est quand même très, très imprévisible. Donc, la question, ça va être la durée de la guerre. Et puis, pour le moment, on ne voit pas encore la diffusion, mais je vous rejoins sur le fait que ça ne fait que commencer. C'est-à-dire, il y a dans un premier temps la hausse des prix de l'énergie. Ensuite, il y a les prix qui dépendent indirectement de l'énergie, on va dire, donc tout ce qui est produit à partir d'énergie, tout ce qui utilise de l'énergie, le transport, etc. Et puis ensuite, il y a les effets de second tour encore, c'est-à-dire toutes les indexations, les anticipations d'inflation, etc. Donc il y a plein de choses qui vont venir par la suite, qui sont, pour être honnête, assez difficiles à prévoir, mais ce qui est sûr, c'est que l'épisode inflationniste ne fait que commencer. Et donc, des banques centrales qui pourraient être amenées à relever les taux d'intérêt avec un effet probablement sur l'activité. Donc là, elles vont choisir. Il y a la question parmi les économistes, est-ce qu'il faut relever les taux face à un choc d'offres ? C'est un peu un débat entre les économistes. Donc on a une hausse des prix du pétrole. Est-ce que les banques centrales ont raison d'essayer d'augmenter les taux ? Est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose vraiment contre cette inflation? Leur but, c'est de lutter contre les effets de second tour dont je vous ai parlé, c'est-à-dire d'empêcher les salaires et les anticipations d'inflation. Parce que là, c'est la spirale inflationniste incontrôlable. Moi, je suis pas si sûr que, étant donné que les mécanismes d'indexation sont quand même relativement faibles aujourd'hui, que les syndicats sont relativement faibles, je suis pas sûr que ça va s'enclencher. Mais c'est vrai que les banques centrales se posent cette question. Il est possible que la Banque centrale européenne décide
ne pas m'écouter et d'augmenter ses taux. Alors pour revenir justement sur les perspectives de croissance, eh bien, elle se dégrade. On va regarder les chiffres. Le Fonds monétaire international a abaissé sa prévision pour cette année de 0,9 à 0,7%. La Commission européenne se montre prudente. Le gouvernement, il l'a revu également, sa prévision à la baisse. Et puis quant à l'agence de notation S&P, elle évoque même un risque de récession. Anne-Sophie Laltif, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Alors, oui, c'est vrai que nous, chez BDO, dans nos prévisions, on était déjà à 0,7. On pensait vraiment que la prévision du gouvernement était bien trop importante. Donc, on était déjà sur ce scénario-là. Et pourquoi? Quand vous regardez les contributions, justement, à cette croissance, on a cette consommation des ménages qui est là, mais qui ralentit. Donc, ça nous permet toujours d'avoir... notamment sur le carburant. Notamment sur le carburant. Mais on l'a dit, un petit coussin d'épargne qui permet de ne pas être dans la même situation qu'on a pu avoir en Russie. On n'a pas aussi les mêmes taux d'inflation, on n'est pas encore à 6-7%, donc on a ça. Par contre, en effet, la variable qui est vraiment négative, c'est vraiment l'investissement, et notamment l'investissement des entreprises. Elle devait rebondir l'année dernière, et elle n'a pas pu le faire à cause de la crise du budget, donc là, on a déjà eu un manque à gagner, et là, cette année, elle devait rebondir, être légèrement positive, ce serait le cas, mais beaucoup moins importante que ce qu'on aurait dû avoir. Et donc, on aurait dû avoir une croissance en termes positifs, peut-être à 1, 1,2. Et donc là, on se retrouve avec du 0,7, ce qui veut dire qu'en termes de déficit, tout de suite, quand vous avez un tel écart de prévision, on se souvient dans le passé, quand on avait eu ces écarts de prévision, l'impact que ça a eu sur le déficit, eh bien, c'est absolument colossal. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on va encore sacrifier l'investissement des entreprises, alors que c'est ça qui crée la valeur ajoutée, pour financer des dépenses de consommation courante, notamment, en effet, les aides énergétiques qui sont essentielles, mais qui produisent peu de valeur ajoutée. Et donc, on retourne dans ce cercle vicieux, en fait, de la dépense courante et de l'investissement qui est en berne. Thibault Hiverna, oui, est-ce que vous allez remettre en cause des investissements, par exemple? Alors nous, on ne remet pas en cause d'investissement aujourd'hui, parce qu'en l'occurrence, Sterimed va plutôt bien et on investit, mais on investit par exemple cette année 20 millions d'euros en Chine. Bon, ça, on ne va pas le remettre en cause, mais on vient aussi de faire une acquisition en France. Donc, on a une stratégie qui ne saurait être remise en cause par des éléments de court terme. Et c'est pour ça que je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. De court terme ou de moyen ou de long terme, on ne sait pas. Il y a quand même une forte incertitude. On est quand même dans une situation de crise qui se résoudra d'une manière ou d'une autre. Effectivement, vous avez raison, on ne sait pas quand et on ne sait pas dans quelles conditions. Mais dans une entreprise, les entreprises de taille intermédiaire sont souvent des entreprises de long terme, qui sont souvent familiales. Ce n'est pas le cas de la mienne, mais on a forcément des visions qui sont à 5, 10 ans, 15 ans parfois. Donc on ne change pas le cap d'une entreprise comme ça. Mais c'est pour ça que je reviens sur quelque chose qui est important, qui est que ce cap de moyen terme sur une économie ou des politiques qu'on a qualifiées d'offres, qui étaient d'offres de mon point de vue plutôt timides, mais enfin qui ont été... favorables aux entreprises. Oui, qui étaient de 2015 à 2024. Favorables à la production. Oui, favorables à la production et donc à l'offre. Et donc, mais enfin, ça a quand même créé un cercle vertueux, en particulier sur l'emploi, qu'on peut difficilement nier. Et le fait en 2024, avoir refusé de faire face à la fin du quoi qu'il en coûte en baissant les dépenses sociales ou en baissant les dépenses publiques de manière générale, mais en retournant à des politiques de hausse, enfin voilà, en fait, en brouillant le message de la copie d'une économie favorable aux entreprises, et ben on a malheureusement fait un virage dont on commence à voir les conséquences. Avant de parler d'attractivité, ce vendredi, l'INSEE parle d'un climat des affaires toujours maussade au mois de mai. Tandis que le climat de l'emploi est au plus bas depuis la crise sanitaire de Covid-19. Est-ce qu'il faut craindre une dégradation de la situation de l'emploi? Faire le lien effectivement avec un pan un peu plus lumineux de ce climat qui est évidemment difficile pour toutes nos entreprises et pour les consommateurs, la population française. Il y a une partie des entreprises qui ne perdent pas espoir dans la France. Et c'est ce petit nombre d'entreprises, moins de 1%, elles sont un peu moins de 20 000, qui sont les entreprises qu'on appelle les entreprises étrangères en France, qui représentent à peu près 17% du PIB, 35% de nos exportations. Ces entreprises qui sont venues il y a très peu de temps, des entreprises de la technologie, c'est les entreprises qui sont venues il y a très longtemps dans l'industrie, il y a 100, 150 ans, donc sont très ancrées en France. Ces entreprises-là, quand on regarde le baromètre qu'on a publié hier, on voit qu'elles ont... Vous anticipez ma question. J'anticipe, effectivement, peut-être, mais elles ont plutôt gardé confiance. Elles ont réduit leurs investissements. Je pense que Thibault Hiverna le dit bien, il y a des raisons de réduire l'investissement depuis 2022. Et le premier choc, la première lame de fond, qui est la crise née de la guerre en Ukraine, on a une deuxième lame qui pourrait être assez profonde. C'est ça qui est assez inquiétant, c'est que les réserves s'assèchent, les entreprises ont des marges de manœuvre qui sont quand même de plus en plus limitées, mais malgré tout, quand on regarde ce que ces entreprises ont fait l'année dernière en France,
Elle nous considère en Europe comme le pays, quoi qu'on en pense, le moins mal loti. C'est la première destination des investissements étrangers tout un tas de paramètres. Depuis la 7e année consécutive. Exactement, 7e année consécutive. Bon, on peut pousser un cocorico pendant quelques secondes. Après, il faut regarder qu'elles le font dans un marché très contraint, parce que ça baisse, l'investissement baisse. Je pense qu'on a tous évoqué pourquoi. Mais elles ont plutôt, en France, l'idée que les compétences, nos infrastructures, le deuxième marché de l'Union européenne, l'innovation, la French Tech, qui les a, pour certaines, beaucoup attirées ces dernières années, malgré la cassure de 2024, vous l'avez tout à fait dit, le fait qu'on a perdu cette prévisibilité, cette lisibilité en France, elles ont quand même 852 d'entre elles, 852, plus de 2 par jour, investis en France l'année dernière, beaucoup plus qu'au Royaume-Uni, beaucoup plus qu'en Allemagne. Donc moi, je voudrais apporter, parce qu'on voit... Vous êtes la note positive dans ce contexte de cette table. Que nous vivons tous, et avec en plus une vraie analyse économique que font nos deux partenaires, c'est aussi dans la vraie vie, peut-être un moyen, dans l'intelligence artificielle, dans l'énergie décarbonée, dans l'industrie de la défense, de voir le possible, oui, précisément, pas juste le difficile. Vous pouvez nous dire quels sont les types de projets qui dominent parmi ces 852 ? Alors, je vais commencer par ce qui domine, c'est la logistique. Voilà. Il y a 5% de ces 852 projets, donc une grosse quarantaine, qui pèsent 50% de l'emploi. Il faut savoir que la France, infrastructure, localisation, on est un peu au barycentre de l'Europe. Je fais un peu de maths quelques secondes. C'est une qualité, l'adoption du e-commerce, c'est d'abord ça qui draine des projets très créateurs d'emplois, 500, 1000, 1500 emplois sur les plateformes logistiques qui permettent d'équiper, de rééquiper la France. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des secteurs très dynamiques. On est aussi champion d'Europe sur le cœur de l'intelligence artificielle. Quand on détourne dans les 5000 investissements qui sont réalisés dans plus de 40 pays en Europe, on détourne les 300, 350 qui sont 100% IA. Il y a de l'IA partout, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos vies, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Mais il y a 300, 350 entreprises qui ont dit « Moi, j'ouvre un centre de recherche, je développe et je déploie, je suis Anthropic, je suis Mistral, je déploie de l'intelligence artificielle, des opérateurs data center. » La France est numéro 1 sur ces projets-là, et seulement 1/3 de data center. Ensuite, industrie de la défense, il y a une dépense publique et le réarmement de l'Europe pour des raisons évidentes. Notre dépendance est quand même très forte. Ça a doublé le nombre d'investissements dans l'industrie de la défense. Voilà les secteurs. Il y en a beaucoup d'autres. En revanche, à l'inverse, dans l'automobile, dans la chimie, dans la plasturgie, dans la métallurgie, c'est une énorme contraction de l'investissement. François Géroff, est-ce que c'est pour autant un signe de réindustrialisation de la France ? Voilà, c'est ce que j'avais demandé. C'est vrai que ça fait un moment que EY nous dit que les signaux sont au vert, qu'il y a plus d'ouverture. Alors, je ne crois pas que ce soit EY qui dit ça, mais c'est Trendéo, mais qu'il y a plus d'ouverture d'usines que de fermeture, etc. C'est fini depuis 2 ans. C'est vrai que ça s'est retourné. C'est fini depuis 2 ans. Mais ça faisait quand même un moment qu'il y avait ces signaux-là. Et c'est vrai que moi, mon interrogation en tant qu'économiste, mais voilà, je ne rejette pas du tout les statistiques, mais les données de l'INSEE disent que la production industrielle, par exemple, depuis 2018 ou même depuis 2015, depuis 2018, on va dire, la production industrielle n'a jamais retrouvé son niveau d'avant le Covid, en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de réindustrialisation, mais on ne le voit pas dans les chiffres de production industrielle. Donc, il est possible qu'on arrive à attirer les investissements étrangers, mais que les entreprises françaises aillent tellement mal que ça compense. Ça, c'est possible. Et donc, du coup, on peut s'interroger... C'est ça. Il y a deux visages. Les entreprises industrielles françaises, les PME, les ETI, les groupes qui sont dans une bataille aussi avec des coûts très élevés, coûts salariaux en France chargés, quand même parmi les plus élevés en Europe, sont plutôt en train de s'étendre à l'international. Et c'est aussi leur sort d'aller s'étendre et de s'implanter à l'international, et non pas de se désengager de la France, mais de réduire leur présence en France. Quand les entreprises internationales venant d'Allemagne, venant des États-Unis, venant du Japon, venant de Chine, qui sont un peu à nos portes, viennent plutôt trouver en France en créant peu d'emplois. C'est pour ça que vous voyez dans les chiffres la réduction, la réindustrialisation, ça ralentit. Mais ces entreprises venues d'ailleurs, elles ont plutôt tendance à se dire on est quand même dans un marché central, des compétences, des infrastructures. Les aides à la décarbonation, notre avantage énergétique, l'énergie décarbonée, c'est quand même un avantage de dingue. Et donc, il va falloir aussi se dire, à ces entreprises, il faut donner une perspective. On n'en aura pas beaucoup avant le printemps 2027, ça, je pense qu'on va être tous d'accord, mais il faut donner une perspective de 5 ans et pas de 5 mois.
il faut déjà aussi regarder ces tendances au niveau de l'Europe. La France est déjà un pays très désindustrialisé. La première puissance industrielle en Europe, c'est l'Allemagne, 20% de son PIB. Ensuite, l'Italie, 16%. Nous, on est à moins de 10%. Donc, le drame avec la désindustrialisation, c'est que ce n'est pas en quelques années que vous allez recréer une filière. On a pour minimum 15-20 ans. Donc, c'est assez court, macroéconomiquement, de dire qu'il n'y a pas de mouvement de réindustrialisation. L'autre élément qu'il faut regarder, c'est en effet la tendance aussi par rapport aux autres pays. Vous l'avez dit, l'Allemagne, l'Italie, mais surtout l'Allemagne, qui subit aussi des chocs de compétitivité qui sont excessivement importants pour des secteurs qui étaient vraiment traditionnellement très exportateurs. On se souvient, la machine-outil, l'automobile. Donc on voit que ces secteurs-là sont attaqués. Et pourquoi ils sont attaqués? Et il y a le Haut Commissariat à l'investissement qui a fait un très bon rapport là-dessus. C'est que vous avez en effet une compétition asiatique, chinoise, qui est très forte et qui vient en effet en termes de compétitivité, de coûts, vous l'avez dit, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de subventions derrière, interpeller beaucoup de secteurs d'activité. On l'a vu dans retail, on le voit dans plein d'entreprises de taille intermédiaire aussi, qui peuvent être bien sûr l'automobile, la chimie, la mécanique. Donc on a vraiment beaucoup de secteurs qui, avec cette concurrence asiatique, donc là c'est pas on veut se réindustrialiser ou pas, mais on fait face aussi avec un autre choc, ont des pertes de compétitivité. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une connaissance profonde et regarder plutôt en termes d'évolution par secteur et valeur ajoutée pour savoir s'il se réindustrialise ou pas, parce que là le chiffre macro à mon sens est pas du tout significatif quand vous connaissez l'industrie manufacturière, et regardez beaucoup plus les tendances. Et en effet, vous le voyez aujourd'hui, vous avez la montée de la Chine sur les batteries, l'automobile. Bah oui, vous n'allez pas vous réindustrialiser massivement dans l'automobile. C'est juste pas possible. Donc c'est plutôt la tendance qu'il faut regarder. Ça fait 2 ans qu'on ferme plus d'usines qu'on en ferme, mais c'est vrai que la tendance avant était plutôt positive parce qu'on était sur une tendance, aussi en termes de compétition, qui l'était. Donc c'est tout à fait possible de retrouver ces tendances, mais il faut avoir une vision à très long terme, pas sur 5-6 ans. Thibaut Hiverna, vous voulez réagir sur cette question? Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit. Il faudrait avoir une vision à très long terme. Malheureusement, on ne l'a pas. Et donc, il y a quand même 2 sujets qui sont des sujets structurels, qui sont la compétitivité, bien sûr, du pays France versus ses voisins et versus le monde entier. Et on a quand même un déficit structurel de compétitivité que nous n'avons pas réglé et qui est encore plus fort pour les industries manufacturières. Je rappelle que les taxes dites de production en France qui sont absolument, qui sont 4 fois supérieures à ce qu'ils sont en Allemagne, et ainsi de suite. Donc on est taxé parce qu'on produit. Moi, j'ai jamais aucun problème à être taxé parce que je fais des bénéfices. J'ai un problème à être taxé parce que je produis. Et la TVA est 2 fois moins importante que la moyenne des pays européens. Donc il y a ça, et juste pour terminer, ça c'est le premier point structurel qui n'a pas été réglé et qui, encore une fois, est reparti, de mon point de vue, dans le mauvais sens depuis quelques temps. Et puis le deuxième sujet, et là j'ai un exemple très précis, très concret chez nous, c'est la surréglementation qui... alors, j'aime pas être... je veux pas être caricatural, je veux dire, on vit dans un magnifique pays, j'adore mon pays, j'ai jamais réfléchi à en partir et je n'y réfléchirai jamais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on vient de monter une usine où il va y avoir 300 salariés en Chine en 9 mois. Alors, je demande pas à ce que ça prenne 9 mois en France, mais vous pouvez faire la même chose en France, il y en a pour 5 ans. Sans rire, 5 ans. Donc, il y a un sujet. Enfin voilà, il y a un sujet. Il faut qu'on en soit conscient. Si on veut réindustrialiser, juste sur les impôts de production, c'est sûr que la fiscalité c'est un facteur. Et d'ailleurs, on remarque que c'est les secteurs dans lesquels, la R&D dont vous parliez, la recherche fonctionne plutôt bien, oui, pardon. Le CIR, effectivement, fonctionne bien pour réduire le coût, pour réduire le coût des ingénieurs, des emplois qualifiés. Effectivement, ça rend un certain nombre d'investissements en recherche et développement qui ne seraient pas possibles sinon. Mais le problème, moi, que j'ai sur les impôts de production, c'est qu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup de promesses, même, que ce soit de la part de la droite, par exemple, ou du Rassemblement national, de diviser les impôts de production par 2. C'est 45 milliards d'euros. Encore une fois, on parle déjà d'économiser 100 milliards. Donc, où est-ce qu'on va trouver les 45 milliards pour baisser les impôts de production? Moi, je ne suis pas opposé à baisser la fiscalité, mais je trouve qu'il y a une forme d'incohérence, y compris dans le discours du MEDEF, qui a mis la pression un petit peu... l'organisation patronale. Oui, qui a mis la pression un petit peu sur le Premier ministre, en disant il faudrait une règle d'or. Je trouve qu'il y a vraiment une contradiction dans le fait de surjouer en quelque sorte une orthodoxie budgétaire qui va retomber finalement sur les entreprises. Dans le contexte dans lequel on est, où le pouvoir d'achat des ménages est très contraint, je n'imagine pas un gouvernement élu faire une austérité de 150 milliards d'euros sur les ménages. Donc
Je pense qu'il y a quand même une forme de contradiction. Ou de démagogie ou de... Et je comprends pas très bien. Enfin, oui. Ce sera le mot de la fin. Juste par rapport à ces impôts de production, je pense que quand on dit qu'on veut réindustrialiser, on ne peut pas avoir un taux trop élevé, en tout cas plus élevé que ses partenaires européens, et notamment des Italiens et des Allemands. Là, on peut être d'accord ou pas, mais c'est juste pas que ça. Je ne dis pas d'être très en dessous. Mais où on va trouver l'argent ? Ma question, ça. c'est... Vous avez la TVA, parce que je disais, elle est en termes de moyenne 2 points inférieure à nos partenaires européens. Mais la question de fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce qu'on veut rester un pays de consommateurs, on veut redevenir un pays de producteurs. Et à mon sens, c'est ça, plus la question qui n'est pas tranchée. Et donc, on va de l'un à l'autre, on ne tranche pas. Et donc, en effet, on est gagnant ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, beaucoup de questions qui ne sont pas tranchées et qui donneront lieu à une nouvelle émission. Merci beaucoup plaisir. À tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.